un dernier tour et le tour est joué. Voilà, je commence dans une minute. Dans une minute, je commence. Faisons un dernier tour, partagez, partagez. C'est un sujet d'intérêt national, hein. Voilà, on va commencer. J'étais en train d'inviter quelques dernières personnes. Voilà. Je ne peux pas inviter tout le monde. Bon, j'essaie quand même aussi à mon niveau. Compte tenu du fait que je n'avais pas déjà annoncé ce direct. Donc, j'essaie aussi d'inviter à mon niveau là. Je peux déjà inviter. Il y a quelque temps, Facebook ne me permettait pas d'inviter, mais là c'est bon. Je peux déjà inviter. Ça fait du bien. Voilà, nous sommes 866, 859. Et si nous atteignons 1000, pourquoi pas? Bon, alors, dès que nous sommes 1000, alors, bon, allons à 1000. Nous ne sommes pas loin, nous sommes à 870. Bon, si nous atteignons 1000, bon, il faut juste quelques... Atteignons 1000. C'est un bon chiffre, 1000. 1000, c'est un très bon chiffre. Les fameux 1000 piliers. S'il vous plaît, un dernier tour, atteignons 1000. Voilà. En fait, toutes mes excuses déjà parce que je n'ai pas annoncé ce direct. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes certainement au boulot, dans des pays où on ne respecte pas le confinement. Nous, on travaille, on essaie de travailler en faisant des téléprocédures, hein. Chez nous, il y a des téléprocédures. Donc, on essaie de travailler avec nos ordinateurs. Voilà, 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 voilà. Voilà. Bon. Nous serons bientôt 1000. Voilà. Je vais commencer. Alors, j'ai décidé de faire ce message pour m'adresser à notre compatriote, l'un de nos brillants intellectuels, il faut le reconnaître, Monsieur Éric Mathias Ounangini. J'ai suivi une vidéo dans laquelle il apportait un démenti cinglant sur les affaires de Ngarbou. Alors je me suis dit, c'est le moment de parler à cet intellectuel que j'ai à plusieurs fois contacté sous des posts et qui a souvent apporté des réponses évasives sans profondeur. En parlant à M. Éric Mathias Ounangini, je voudrais parler à tous ces intellectuels camerounais qui ont pignon sur rue et qui ont décidé d'injecter dans l'opinion leur point de vue qui influence nécessairement. Alors, sur les faits, il y a quelque temps, on annonçait du côté du nord-ouest, là où il y a une guerre civile qui oppose les forces camerounaises aux Camerounais. Les forces camerounaises aux Camerounais, dont des rebelles camerounais. Et des organisations internationales non gouvernementales ont dénoncé des abus de la part de nos forces de défense et de sécurité, notamment des crimes contre des enfants et des femmes dans un village appelé Ngarbou. Alors, il y a eu une levée de bouclier national et international sur cette situation.
Et pour porter la voix que je peux appeler gouvernementale, des intellectuels se sont levés pour critiquer, pour dénoncer, je dirais même pour calomnier ces organisations non gouvernementales ou ces associations camerounaises. Je vois par là le rédac de Madame Ngombe. Des membres du gouvernement se sont levés, ont dit des choses que je ne voudrais pas reprendre ici. Parce que ce n'est pas ça, c'est pas ça le sujet. Je ne voudrais pas parler au gouvernement. Là, je voudrais parler à M. Éric Mathias Ouanangini. M. Éric Mathias Ouanangini, comme je le disais à mon prologue tout à l'heure, dans mon prologue tout à l'heure, est l'un des brillants intellectuels camerounais. J'ai connu M. Éric Mathias Ouanangini dans la ville de Bordeaux. Nous n'étions pas amis, mais j'étais au Cameroun et je venais souvent de temps en temps rendre visite à ma famille du côté de Bordeaux. Et tout le monde le présentait comme un génie. À Bordeaux, il était présenté comme un génie, un brillant garçon. Il ne sortait pas, il était toujours chez lui. Contrairement à sa sœur, qui était très accessible, qui était avec la communauté camerounaise, qui est aussi professeur aujourd'hui, Madame Ouna, que je félicite Ouna, que je félicite pour la circonstance. Monsieur Ouna est rentré au Cameroun, bouillonnant d'intelligence. Il a commencé à s'investir dans le débat public. On se souvient de cette sortie mémorable, historique, du professeur, à cette époque docteur, chargé de cours à l'université, qui avait fustigé la fameuse association de, je crois, des amis, des jeunes qui soutiennent le président Paul Biya, et qui s'était érigé en une structure de trafic d'influence, de manipulation de toutes sortes, auprès des autorités, des Camerounais de tous bords. Et cette sortie avait été saluée tout simplement parce que ce qu'il disait, le courage qu'il avait, rassurait les Camerounais qu'on pouvait dénoncer de telles structures qui foisonnaient dans l'opinion publique. Ce d'autant plus que Mathias Éric Ouanangini était le fils d'une ponte du régime. Son père, monsieur le professeur Joseph Ouna, a été secrétaire général à la présidence de la République pendant de longues années, plusieurs fois ministre, chancelier des universités. Et que ce soit le fils d'une ponte du régime qui vient dénoncer ces petites structures parapolitiques qui écumaient la République pour escroquer, extorquer de l'argent aux citoyens. C'était remarquable. À la suite de cela, avec l'avènement des chaînes FM, des chaînes de radio FM, M. Ouanangini s'exprimait au peuple camerounais, devant le peuple. Il dénonçait avec manière, avec les mots, avec justesse, avec force et puissance, le décloisonnement ou alors les manipulations de cette nomenclatura étatique. Et nous étions très contents. Nous étions très très contents, satisfaits, salués. Celui-là que nous allions appeler plus tard
l'ami du peuple, l'ami de la parole. Bref, c'était l'intellectuel. Il y avait des conférences très courues qui étaient organisées dans des salles à travers les villes du Cameroun où M. Onanguini était invité et participait de fort belle manière. Pendant des années, lorsque la chaîne STV lance le débat avec Thierry Ngongan, M. Onanguini est considéré comme, pas invité phare, mais comme consultant, disons-le. Et nous connaissons tous la justesse de ses analyses. C'était l'intellectuel. C'était l'intellectuel, au sens premier du terme. Parce que, voyez-vous, les intellectuels, dans la société, ont un rôle très très important. Ce sont des penseurs libres. Ils n'appartiennent pas souvent à des courants politiques. Ils ont ce regard distancié pour apprécier et pour donner des jugements, des sentences qui permettent à la société ou à l'ordre dirigeant de se réguler. Les intellectuels sont l'esprit de la société. C'est par la qualité des intellectuels qu'on peut comprendre quelle est la vision, quel est l'objectif poursuivi par un peuple. Alors, M. Éric Mathias Onanguini était de cela. Mais quelque temps après, nous avons été surpris, et moi particulièrement, je le lui ai d'ailleurs rappelé à plusieurs fois, de ce changement de cap. M. Éric Mathias Onanguini est devenu l'intellectuel éruptif qui prend des positions partisanes tranchées et souvent, et c'est là le drame, dans le mensonge, le déni. Ce n'est pas la première fois que M. Éric Mathias Onanguini le fait. C'est tout le temps. Face aux évidences, face aux exigences de la société, Monsieur le professeur Éric Mathias Onanguini, l'intellectuel, s'est rangé du côté des forts. Du côté des forts, pourquoi? Parce que dans notre pays, le Cameroun, ce sont les forts qui dictent la loi. La raison n'est que de leur côté. C'est la manifestation patente de la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Nous ne demandons pas à l'intellectuel Éric Mathias Onanguini de prendre le côté des faibles ou des pauvres, parce qu'ils sont faibles ou parce qu'ils sont pauvres, mais de prendre le côté de la vérité. Parce que l'intellectuel, c'est la vérité. C'est celui qui peut dire aux pauvres que tu as tort, qui peut dire aux riches que tu as raison. Mais quand l'intellectuel s'érige, se positionne comme l'adversaire du petit peuple, l'adversaire des pauvres, alors il y a un problème. Alors il y a un véritable problème. Monsieur Éric Mathias Onanguini, on l'a vu lors des assassinats, de l'acte, je n'ai jamais, je dis jamais de ma vie, vu quelque chose d'aussi cruel à l'extrême nord du Cameroun, quand nos militaires ont tiré sur
un bébé sur le dos de sa mère. Et pas par hasard, mais volontairement, en train de dire qu'il bouge encore et tirer une fois de plus. Quand nous avions vu ces images, nous étions scandalisés. Scandalisés, traumatisés. Alors, M. Mathias Eriko Nangini est venu expliquer que cette vidéo était un montage, que ce qui est dit, c'est pour déstabiliser le Cameroun. Que ces dénonciations n'ont pour seul but que de créer une insurrection. En fait, il était en train de conforter le déni officiel. Car voyez-vous, un gouvernement, c'est d'abord une idéologie politique, c'est un parti politique qui exerce le pouvoir. On peut accepter, même si on n'est pas d'accord, qu'il puisse essayer de se défendre, d'arrondir les bords pour qu'il n'y ait pas une explosion. Mais un intellectuel qui vient au service d'une telle cause, ça questionne énormément. Les intellectuels nazis ont été ceux-là qui ont façonné dans l'opinion l'idée selon laquelle le nazisme était une bonne chose. Et c'est ce que le professeur Mathias Eriko Nangini est en train de faire. La gouvernance actuelle du Cameroun, il est en train de l'applaudir alors que tout le monde voit que ça ne va pas. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, c'est une guerre entre Camerounais. Le travail d'un intellectuel, c'est de demander à toutes les forces en présence de s'asseoir autour d'une table parce qu'il y a un conflit. Le travail d'un intellectuel n'est pas de dire que l'armée doit tirer, l'armée doit s'imposer. Monsieur Mathias Eriko Nangini, quand vous le dites, beaucoup de jeunes soldats qui n'ont pas certainement votre niveau, votre intellect, votre capacité d'analyse, vont se dire que si Onangini le dit, alors j'ai raison de tuer, de déshumaniser l'autre, de devenir le criminel de guerre. Parce que ce que je fais est approuvé par celui qui connaît mieux que moi. Un intellectuel devient donc l'apôtre, celui qui diffuse la pensée dans l'opinion et auprès des cibles pour lesquelles il peut prendre position. Monsieur le professeur Éric Mathias Nangini, quand vous avez supporté et défendu ces militaires qui avaient tué femmes et enfants dans la région extrême nord du Cameroun, vous avez donné le courage à l'armée. Vous avez dit aux militaires, continuez. C'est d'autant plus que j'apprends que vous enseignez à l'école de guerre. Vous êtes donc devenus, j'ai peur de le dire, le penseur des crimes de guerre au Cameroun. Parce que ce qui s'est passé en Garbou, c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Les intellectuels, dans de telles circonstances, devraient appeler tout simplement le gouvernement et nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité, de défense et de sécurité, à plus d'humanité. Quelle que soit la guerre, quelle que soit la logique poursuivie s'agissant du maintien de l'intégrité du territoire, qui est une chose tout à fait noble et digne de défense.
Mais rappeler à l'État, rappeler à nos militaires, sans lesquels notre pays ne peut valablement fonctionner, qu'il y a des lois, il y a la morale lorsqu'il y a une guerre. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Fallait-il qu'il y ait une pression internationale pour mettre le gouvernement dos au mur, pour ouvrir une enquête? Monsieur le professeur Eric Mathias Ounangini, c'est vous, c'était votre rôle. Dès qu'on avait annoncé, dès que de tels faits étaient portés sur la place publique, d'appeler l'attention des autorités camerounaises sur la nécessité d'ouverture d'une enquête indépendante. Tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce direct, j'ai lu un de vos commentaires où vous félicitiez l'armée en quelque sorte. Un internaute a posté des félicitations à l'armée et vous êtes venu, vous avez dit oui, merci, vous avez félicité en quelque sorte l'armée. Non. Au vu de ce qui s'est passé en Garbou, nous ne devons pas féliciter notre armée. Nous devons appeler notre armée à la retenue. Nous devons parler à nos frères d'armes qu'ils ont affaire à des hommes. Certes, ce sont des rebelles. Certes, ils commettent des exactions. Mais l'armée n'est pas les rebelles. L'armée est responsable. L'armée est formée. La réaction de l'armée ne doit pas être comme celle des rebelles. Et sinon, cette armée aussi devient une rébellion. Parce qu'elle a des règles et qu'elle doit respecter. Le rappeler à notre armée, ce n'est pas être contre notre armée, comme vous essayez de le présenter à l'opinion et à ces militaires en disant que tous ceux qui vont demander à notre armée d'être humaine, de respecter les règles de guerre, que ceux-là sont les ennemis de la République. Vous avez créé une fissure sociale qui fait qu'aujourd'hui, les Camerounais sont divisés entre ceux qui seraient pro-armée et contre-armée. Vous liguez donc l'armée camerounaise contre une partie de son peuple. Monsieur Eric Mathias Ounangini. C'est très grave ce que vous posez comme acte. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous êtes devenu un élément dangereux. Ce n'est pas le rôle des intellectuels dans un pays. Je ne vous demande pas de critiquer le gouvernement. Vous êtes libre. Mais d'avoir des positions de hauteur, des positions de justice, des positions de vérité et surtout courageuses. Mais pas d'être ou de devenir l'apôtre, le défenseur de ce qui n'est pas bien. Vous êtes devenu celui qui dit que le mal est devenu le bien et que le bien est devenu le mal. Où allez-vous, cher Mathias Eric Ounangini? Votre intelligence, votre capacité d'analyse doit servir le Cameroun et non servir vos ressentiments ou alors ceux qui viennent auprès de vous, vous influençant, vous manipulant pour dire des choses qui leur feraient plaisir ou alors se maintenir au pouvoir. Non, chers compatriotes, le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Et toi, l'intellectuel, mets-toi au-dessus. Voilà aujourd'hui un dossier
dangereux pour ceux que tu défends. Et je vais te le dire. J'ai lu le rapport du gouvernement sur les crimes de Ngarbou. Il y a déjà là des soupçons d'un génocide. Pourquoi soupçon d'un génocide? Parce qu'on voit l'armée, quelques militaires, appelez-les comme ça, mais qui sont l'armée, qui sont en mission de l'armée, accompagnés des civils, certainement d'une tribu. On a bien vu que dans le rapport, le gouvernement n'a pas été assez courageux pour dire qui sont ces civils. Même si on ne peut pas les identifier, ces militaires savent qui sont ces civils et de quelle ethnie ils sont. Aller attaquer d'autres ethnies ou une autre ethnie. Ça veut dire qu'il y a une volonté de ces militaires qui agissaient au nom de l'État du Cameroun, au nom de l'armée camerounaise, d'accompagner, je vais dire, peut-être je préfère ne pas le dire, la mort des Camerounais d'une autre tribu. Je ne veux pas parler, comme je l'ai dit, d'épurement, parce que c'est très lourd. C'est très très lourd. Cet aspect du problème, Monsieur Mathias Eric Onangini, je vous ai lu quand vous avez commencé à dénoncer ce que vous appeliez l'épuration de l'ethnie Mbororo. Au début de cette crise, vous avez commencé à le dire, à l'appuyer, à l'analyser. C'était pour créer quoi? C'était pour créer ce qui est en train de se passer. Cette ethnie accompagnée, appuyée par l'armée, qui va donner la mort. Ils sont allés. Il y a eu des morts, d'après le rapport, mais volontairement, ils ont mis le feu. Et le rapport dit que même ces populations civiles ont participé. Vous savez bien que le fait de brûler des maisons, de brûler des corps, constitue des cas de crimes contre l'humanité. Et s'il y a une connotation tribale, ça devient un génocide. Alors, c'est par vos conseils, votre appui à ce genre de situation que les uns et les autres peuvent se permettre de le faire. Vous êtes donc responsable, en tant que penseur de la société, de ce qui s'est passé en Ngarbou. Il y a d'autres dénonciations. Il y a d'autres dénonciations. Et aujourd'hui, on se pose bien la question. Est-ce que ça ne se passe pas là-bas tout le temps? Ce ne sont pas ceux qui disent, souvent qu'il y ait des enquêtes, qui vont amener la communauté internationale à s'occuper de ce qui s'est passé en Ngarbou. Mais c'est vous, c'est toi, Eric Mathias Onangini, c'est toi qui va appeler cette communauté internationale à investiguer sur ce qui s'est passé réellement en Ngarbou. Parce que le rapport du gouvernement n'est pas complet. Il dit qu'il n'a pas pu identifier les civils qui ont participé. Ça laisse donc une porte ouverte à une enquête internationale. À la fin, qui aime dans son pays? Et ceux qui disent que nous devons nous asseoir autour d'une table, même si des autres ont posé des actes abominables qu'il faut reconnaître et que nous condamnons sans faille. Je suis d'ailleurs de ceux qui sont contre la sécession. Je n'ai jamais soutenu ce mouvement anglophone parce que sur le plan juridique, il n'est pas fondé, il ne tient sur rien. Je l'ai démontré à plusieurs reprises. Mais
face à la mort, face aux crimes les plus abjects, les plus ignobles, abominables les uns après les autres. Le peuple doit s'asseoir. Nous devons nous asseoir autour d'une table. Éric Mathias Onanguini, c'est ce que tu dois demander. Je te tutoie maintenant. Parce que là, je parle déjà en frère. Voilà ce que tu dois demander. Ça doit être ton cri de chaque jour en tant qu'intellectuel, comme nous le faisons. Qu'est devenu notre pays? Regardez ces jeunes soldats. Ils sont souvent très jeunes, 22, 23 ans, 24 ans, 25 ans, qui portent sur eux maintenant, dans leur conscience, la responsabilité d'avoir commis des abominations. Oui, il y a des morts, mais aussi il faut plaindre, il faut pleurer le sort de ces jeunes, de ces enfants soldats qui deviennent aujourd'hui des criminels de guerre. J'ai lu le nom du jeune Sandine Sandine et un autre qui seront jugés devant un tribunal militaire, certainement pour crime. Ces enfants sont-ils entrés dans l'armée pour devenir des criminels? Oui. Monsieur Mathias Eriko Onanguini. Vous avez donné le courage à ces enfants. Vous avez menti à ces enfants. Vous leur avez dit, allez, vous défendez l'État. Comme je l'ai suivi dernièrement. Le ministre, l'ancien ministre de la Communication, monsieur Issa Chiroma, dit que pour la défense de l'intégrité du territoire, on peut tout faire. Je l'ai suivi le dire. Cet homme qui n'a plus de morale, qui ne sait pas que même s'il y a des mouvements sécessionnistes, il y a des lois, il y a une réglementation de guerre que chacun doit respecter, que toutes les parties belligérantes doivent respecter. Cet homme qui a oublié que même s'il y a un problème d'une guerre de sécession, les partis peuvent s'asseoir autour d'une table. Il n'y a jamais eu de dialogue au Cameroun entre les belligérants et le gouvernement. Il y a eu des tentatives en Suisse. Le grand dialogue national n'a jamais été un moment de concertation ou un moment de dialogue ou de médiation entre le gouvernement et les rebelles. Or, tout le monde sait que c'est par là qu'il faut passer. C'est la condition sine qua non de la paix dans ces régions. Ces intellectuels comme Éric Mathias ou Onanguini, vous qui venez sur les plateaux de télé où vous êtes invités pour demander à l'État de durcir, sur quoi comptez-vous? Sur le sang des autres? Sur le sang de ces jeunes soldats? Ces petits frères, nos enfants qui sont en train de mourir. Pouvez-vous donner exactement le nombre de soldats camerounais morts là-bas au nord-ouest, au sud-ouest? Vous ne donnez plus ces chiffres. Parce que vous savez que c'est un carnage. Autant les rebelles meurent, autant nos soldats, nos enfants, nos neveux, nos cousins, nos petits frères sont en train de mourir. Ceux-là qui sont entrés dans l'armée, non pas pour faire la guerre, mais pour gagner, pour avoir un salaire, un gagne-pain, pour avoir un emploi. Regardez tous les veufs, les orphelins que laissent nos soldats et soldates au front du nord-ouest et du sud-ouest, alors qu'on peut régler cette affaire en nous asseyant autour d'une table.
je vous assure, quand je pense à ce soldat qui se rend compte qu'il a tué des enfants, qu'il a tué des femmes, des mamans, et qui est obligé de mettre du feu pour effacer les traces, et qui doit revenir. Est-ce que vous imaginez dans quel état d'esprit se trouve cet enfant? C'est des enfants qui ont une vie, ils n'auront plus de vie, ils n'auront plus de paix. Il n'y a pas que ceux qu'on a vus. Il y a d'autres qui sont encore dans les rangs, qui ont certainement posé des actes aussi ignobles et qui portent ce lourd fardeau dans leur conscience. Et vous les voyez se mettre à boire beaucoup d'alcool. Ils deviennent des hommes bizarres, tout simplement parce que ils ont perdu leur part d'humanité à cause d'une guerre qui peut s'arrêter à tout moment et qu'on peut arrêter à tout moment. Voilà, cher Mathias Eriko Onangini, ce que vous devez faire en tant qu'intellectuel. Levons-nous tous, demandons la paix. Demandons au gouvernement camerounais d'appeler les belligérants autour d'une table avec une médiation internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement les morts civils, les rebelles, mais aussi nos enfants, nos petits frères qui sont dans l'armée. Que cette part d'humanité revienne en toi, en vous, cher Mathias Eriko Onangini. Vous êtes très écouté. Vous êtes devenu le Goebbels de la communication gouvernementale. Je suis obligé de le dire. C'est vous qui portez cette voix-là, où vous êtes invité tous les dimanches. Vous êtes devenu un instrument très dangereux, un instrument de division, un instrument de la haine, de l'irresponsabilité, de la mort. Ressaisissez-vous. Il est encore temps. Faites amende honorable. Appelez le gouvernement à la table de négociation. Faisons-le très vite. Parce que la communauté internationale ne laissera pas de tels actes se perpétuer sans s'intéresser. Des maisons brûlées, pas des maisons, des hommes brûlés, après avoir été tués, des enfants, des jeunes petites filles, des jeunes petits garçons, innocents, insouciants, des femmes, des mamans. On doit arrêter ça, Éric Mathias. On doit travailler pour arrêter ça. Et si c'était nos enfants, nos propres enfants, et si c'était nos femmes, aurions-nous la même position? Pourquoi devrions-nous être insensibles à la mort, à la souffrance des autres? Au nom de quelle idéologie pouvons-nous croire que nos vies valent mieux que les vies des autres? Nous devons souffler. Nous ne devons pas frapper. Je ne voudrais pas reprendre un proverbe bien de chez moi qui dit, mais je suis obligé, que quand le moustique se pose sur son testicule, sur ses parties génitales, on souffre. Mais quand c'est sur les parties génitales d'autrui, on prend le marteau, on vient cogner. C'est ça qui se passe. Le discours d'apaisement est la règle au Cameroun en ce moment. Mon cher Éric Mathias Onangini,
brillant enfant du Cameroun. Nous ne te demandons pas d'acclamer ceux qui s'opposent au gouvernement. Nous te demandons tout simplement d'être juste et d'être courageux pour dire la vérité. À quoi ça sert de gagner la sympathie de ceux-là si on vient à perdre son âme? Et là, je paraphrase une parole sacrée. À quoi ça sert de gagner le monde si on vient à perdre son âme? Un pouvoir fort et avoir une âme infectée, souillée, impure. Où est donc la réussite? Je profite donc de cette occasion pour parler aussi à tous ces intellectuels camerounais devenus des apôtres des causes injustes et indéfendables. Ressaisissez-vous. Vous êtes une grâce pour nos peuples, pour notre pays. Jouez votre rôle. Ayez ce regard critique. Soyez courageux. Ne pensez pas aux nominations, aux récompenses. L'intellectuel n'est pas... C'est pas quelqu'un qui a des soucis matériels. Ce n'est pas ça l'objectif d'un intellectuel. L'intellectuel est respecté parce qu'il y a une sorte de détachement par rapport au matériel. Parce que les œuvres de l'esprit sont au-dessus du matériel. Jean-Paul Sartre, ce grand intellectuel français, n'avait pas d'immeuble. C'était des hommes, parfois qui mouraient et qui n'avaient pour bien que leur machine à taper. Mais des siècles ou alors des années après, ces intellectuels-là sont toujours respectés. C'est leur pensée. C'est eux qui formatent les civilisations, les modes de pensée des sociétés. C'est plus important que celui qui a eu des biens matériels et qui s'efface dès qu'on l'enterre. On n'en parle plus. Personnellement, j'ai de l'admiration pour les intellectuels. Mongo Betty n'était pas riche. Mais pour moi, quand je lis, je vois sa pensée, je dis, mais c'est quel grand homme. Fabien Ebussi Boulaga, qui vient de nous quitter, qui est cité régulièrement par nos amis africains. Et Benezen Diomoele, qui est au Cameroun, qui n'a pas forcément et certainement des grands biens matériels, qui est cité par les Ivoiriens, les Burkinabés, les Sénégalais, Angèle Benvin, tous ces intellectuels-là, Jean-Marc est là, ce sont des valeurs de notre pays. Les Thomas Mélonné. Voilà. Prenons même le cas de Mononjana, Hubert Mononjana. Je sais qu'il n'est pas riche. Mais un jour, j'ai vu un documentaire. Il était chez lui, il a montré sa bibliothèque. J'ai regardé ça, j'ai dit, cet homme a lu tous ses livres. Il les a lus. Ce sont les intellectuels qui font les sociétés. Ce sont les intellectuels qui conçoivent la pensée sociétale. Ce sont les intellectuels qui donnent un sens à nos vies. Que dans le cas d'un pays comme la France est bâtie, elle est fondée sur la pensée des intellectuels. Ce sont eux, leurs philosophes, leurs écrivains, leurs historiens, leurs hommes de lettres, leurs hommes d'art, tous ces grands auteurs, ce sont eux. C'est pour ça qu'ils sont vénérés. Ils ont des statues, ils ont des noms de baptême de rue, parce que c'est leur pensée qui a
qui ont fomenté la société française. Aux États-Unis, c'est pareil. Ce sont ceux-là. Quand le professeur Marcin Toa parle de la pensée africaine, parce qu'il sait que sans cette pensée, les Africains ne peuvent pas être ce qu'ils devraient être. Oui, ce sont les intellectuels, Éric Mathias Ounangini. C'est pour ça que quand tu parles, quand vous parlez, je vous tutoie parce que vous êtes un frère et en même temps, vous êtes un compatriote, un professeur émérite. Je sais tout ce que vous avez reçu comme frustration. Vous méritez et vous le méritez votre statut de professeur d'université depuis des années. Parce que tout le monde sait, nous sommes convaincus que vous êtes compétent, vous êtes une lumière. Mais que votre lumière ne se transforme pas en ténèbres. La lumière vient pour chasser les ténèbres. La lumière ne vient pas pour créer les ténèbres. Il y a antipathie, il y a inconformité, il y a déphasage, il y a opposition entre la lumière et les ténèbres. Homme de lumière, homme de science, apporte la lumière à ton pays. Sors des ténèbres dans lesquelles tu te retrouves. Parce que ta lumière est en train de s'éteindre. Tu deviens de plus en plus un astre mort. Recharge-toi des énergies de la vérité, des énergies de la justice, des énergies du courage, de l'indépendance, pour te positionner en éclaireur, en flambeau, en lampe. Car, dit une parole sacrée, la lampe dans une maison n'est pas mise sous le boisseau ou alors sous la table, mais elle est posée sur la table pour éclairer. Les messes noires dans lesquelles vous vous retrouvez, professeur Ounangini, pour fomenter, pour penser, pour manipuler le peuple camerounais. Sortez de là, mettez-vous dessus pour éclairer. Sortez de ces messes noires. Ceux qui sont les grands sacrificateurs de ces messes noires n'ont pour seul objectif et pour seul regard le matériel. Avoir des maisons, avoir des comptes bancaires, avoir de je sais pas quoi, des voitures, avoir des maîtresses logées par-ci par-là, faire des voyages dans le monde. C'est des hommes qui se nourrissent de leur chair. Et tout ce qui est chair est périssable. Mais l'esprit vivifie, l'esprit reste. C'est pour ça qu'il faut aimer l'esprit. Quand nos chairs se retrouvent dans nos tombes, ce qui restera, c'est notre pensée. C'est pour ça que certains ont dit que les artistes ne meurent pas. Après leur mort, après leur enterrement, on continue à les écouter. On continue à avoir en nous leur âme. Quand le musicien Johnny Hallyday meurt en France, le président français vient dire que nous avons en nous, en chacun de nous, nous avons l'âme, une partie de l'âme de Johnny Hallyday. Mathias Éric Ounangini, enfant de la République, notre intellectuel, revient à la raison. Je vous remercie.